Bonjour, nous sommes le 2 avril, il est 17h30, il fait toujours froid, ressenti 4 degrés, et il y a beaucoup de vent. Eh bien, bon, il faut quand même qu'on aille shooter. Goliath est fin prêt. Enfin, c'est un holoptique, hein, c'est pas un vrai chien, c'est un holoptique. Et alors, j'ai mes chats un peu égaillés dans la nature. Oxo, enfin l'holoptique d'Oxo est déchaîné. Dieu sait ce qui va se passer. J'ai aucune idée de ce que Goliath va vouloir faire ou pas. Il en a un peu marre du froid, je dois vous dire. Et on en a un peu tous marre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même qu'on shoote nos capsules. Et alors j'ai un sujet aujourd'hui qui est relativement simple. Mais je pense qu'il va intéresser beaucoup de monde, qui va peut-être surprendre beaucoup de personnes, qui sont des gens qui reçoivent comme ça, tout de go, dirais-je, hop, sur base clinique, un diagnostic de candidose. Alors, je reçois des flots, mais des flots de messages sur YouTube avec ce genre de demande. Voilà, je souffre d'une candidose. Hein, docteur, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que vous me conseillez la berbérine ou peut-être un extrait d'huile essentielle d'origan, ou alors est-ce que vous me conseillez un médicament antifongique, lequel, etc. Bon, ce genre de demande, évidemment, pose toute une série de problèmes. Alors, je vais quand même commencer par vous dire ce dont je ne compte pas parler aujourd'hui. Tout le monde est là, hein? Capsule, tout le monde est là. Garfield n'a pas encore le droit d'assister aux capsules. Les promenades, mieux que rien, mais pas les capsules. Il ne faut pas exagérer, hein? Une chose à la fois. On y arrivera, mais il faut que je fasse office de persuasion. Ah là là. Oxo est tapis, ça ne veut rien dire de bon. Ça ne présage rien de bon, mais nous verrons. Et donc, ces personnes, souvent des femmes, mais c'est pas du tout exclusif, évidemment, chez les femmes, beaucoup de ces candidoses sont vaginales. Bon là, forcément, ça concerne la gent féminine. Mais bon, les hommes peuvent aussi avoir ce label, ce diagnostic, qui alors vise plutôt des troubles digestifs, donc du style côlon irritable. Alors on les a étiquetés candidose. Donc c'est un terme assez vaste. Ça peut concerner l'intestin, le vagin évidemment, dans le sexe féminin, et il y a d'autres localisations, hein. Il y a au niveau buccal, au niveau de la langue, au niveau des joues, sur la muqueuse des joues, au niveau du palais, etc. Bon, dans la bouche, on utilise souvent le terme de muguet. Et bon, ça, je dois dire, c'est quand même assez caractéristique, effectivement, d'une prolifération fongique buccale. Donc ça, c'est un peu l'exception à la règle. Ce qui devient déjà plus scabreux, c'est la langue blanche. J'ai des patients qui me disent, et là, effectivement, c'est dans les deux sexes, qui me disent, j'ai la langue blanche, on m'a dit que j'avais du candida. Ah bon? Et comme ça, on vous dit comme ça, langue blanche, candida. Bon, d'abord, langue blanche, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une prolifération microbienne. Et bon, moi, je ne suis pas connaisseur en examen et analyse de langue. J'ai quand même regardé ma langue ce matin pour voir si elle était rose. Elle était rose. Donc, bien rose, pas blanche du tout. Merci. Cessez les applaudissements, je vous remercie, c'est bon pour aujourd'hui. Mais une langue blanche peut purement correspondre à un dépôt qui n'est pas nécessairement lié à une prolifération.
Bon, évidemment, les médecins spécialisés en médecine orientale, médecine chinoise, peut-être certains naturopathes qui ont étudié le domaine, vous en diront plus que moi. Je ne vais pas me mêler de quelque chose que je ne connais pas bien. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que... une voiture, mais elle tourne. C'est que une langue blanche, s'il s'agit effectivement d'une prolifération microbienne, eh bien, c'est pas nécessairement que fongique. Ça peut être, et c'est ça un peu déjà la clé de ce que je dois vous communiquer aujourd'hui. Ce sont des thèmes dont je vous ai déjà parlé, mais il faut que j'insiste parce que ça passe visiblement pas du tout. Ça peut aussi être bactérien. Ou les deux. C'est ça le problème, ces soi-disant candidoses, qui sont des diagnostics en général purement cliniques. Parce que même quand c'est vaginal, je dis, ah bon, on vous a fait un frottis, on a établi ça, on a évalué ça de manière... oulala, pas terrible, hein. Il va peut-être quand même passer au maquillage avant de faire les vidéos. Hein. Bon, pas tellement mon genre de me mettre quelque chose sur la gueule. Et donc, aux grandes dames d'ailleurs, quand je donnais des conférences sur la nutrition dans les grandes messes, les grandes conférences internationales anti-âge, tout le monde me demandait ce que je mettais sur ma peau. Ben, rien. Enfin bon, bref. Ah oui, et je disais encore pas plus tard qu'hier, un internaute qui me demandait ce que je faisais pour mes cheveux, ce que je mettais sur mes cheveux. Je lui ai répondu du savon d'Alep. Alors il m'a dit, ah mais je croyais que c'était mauvais pour le cheveu. Ah, ben je dis, je crois pas. Enfin bon, bref, j'en ai toujours, à mon âge avancé, j'ai pas perdu tous mes cheveux, donc ça ne doit pas être si mauvais que ça. Enfin bref, ne nous égarons pas. Et donc ce sont ces diagnostics de candidose, par exemple vaginale, mais qui ne repose sur aucun test. Il n'y a pas un écouvillon et une analyse en labo. Parce que quand on fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On peut trouver des levures, bien entendu, mais pas toujours, pas d'office, pas comme ça a l'air d'être présenté comme une évidence. Et on va trouver des bactéries. Ah ben oui, ben oui, mesdames. Évidemment, et quand c'est intestinal et que c'est étiqueté candidose, on peut ou pas trouver des proliférations fongiques, mais on va trouver des proliférations bactériennes, presque systématiquement. Et ne jamais dire toujours ou jamais, il y a ne jamais dire jamais, ça c'est un film, tout est possible, mais en général, vous allez trouver les deux. Et c'est pour ça que c'est bien de faire des analyses des métabolites organiques urinaires pour savoir ce qu'il y a exactement et si on doit traiter davantage le côté fongique que bactérien. En général, je conseille de traiter les deux, sauf si on a vraiment la preuve que c'est purement fongique ou purement bactérien. Mais ça, c'est l'exception. Ça, c'est 10% des cas, et je suis gentil. Et même quand c'est peu fongique, moi je donne quand même un tout petit machin antifongique, que ce soit une plante ou de la nystatine, qui est un antifongique de contact qui n'est pas absorbé par l'intestin. Alors, Goliath a un grand intérêt pour les odeurs. Là, il y a le grand chien, le bouvier bernois là, des voisins qui l'intéresse beaucoup aujourd'hui. Mais c'est bien comme ça, on ne va pas dans les zones trop venteuses ou ventées. Oh, une voiture, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont tous le dimanche à 18h à rouler en voiture? Est-ce que je roule en voiture, moi, le dimanche à 18h? Enfin, ils arrêtent tous, il faut dire. Donc, ça va. Oh, oui, ça va. Donc, c'est pas toujours de la candidose. Arrêtez avec ce cirque. Je comprends pas. On me dit, ah, je souffre d'une candidose. Je dis, mais comment le savez-vous? Ah, mon médecin, mon naturopathe me l'a dit. Ben, je dis oui, mais qu'est-ce qu'il a fait comme test pour établir ça? Ah ben, on n'a pas fait de test. Ah bah, oui, mais alors est-ce qu'on est bien parti là-dedans? Alors, il y a des exceptions, je vous disais, le muguet buccal,
des espèces de filets blancs sur l'intérieur de la joue. Bon, ça c'est quand même caractéristique d'une candidose. Vous mettez un antifongique liquide là-dessus ou un gel antifongique, en 3 jours c'est guéri. Bon, ok, mais c'est pas de ça dont on parle. De toute façon, je ne vous parle pas ici de cas simples où il y a eu une fois un problème qui a été étiqueté. Et je suis pas contre ça, vous voyez, étiqueté par un médecin qui a quand même l'habitude d'entendre ce genre de plainte. Il donne un petit traitement antifongique, ça disparaît et ça ne revient pas. On ne parle pas de médecine fonctionnelle là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Goliath? Pourquoi est-ce que tu es... Attends, il faut sortir de là parce que sinon on n'avance pas. Ça c'est de la médecine générale, voire les choses qui peuvent être prises en charge par des non-médecins qui ont l'habitude de ce genre de demande simple et qui justifient des mesures simples. Et puis voilà, on passe à autre chose. Moi, je vous parle de médecine fonctionnelle. Ceci est une chaîne de vidéos qui vise à aider les gens à comprendre les objectifs et les moyens utilisés par la médecine fonctionnelle. En médecine fonctionnelle, à partir du moment où on se lance dans des consultations sophistiquées, où on pose une tonne de questions et où on demande comment les gens mangent et où on établit des bilans biologiques qui font quasiment partie intégrante de la chose, bon, vous pensez bien que ça génère des coûts. Il y a des coûts d'analyse, il y a quand même des consultations beaucoup plus longues et il faut quand même bien que le médecin gagne quelque chose, pas moins que ce que un généraliste gagne, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a quand même toute une formation, tout un investissement éducatif dans le fait d'appréhender les règles de la médecine fonctionnelle. Donc tout ça génère des coûts. Donc la médecine fonctionnelle s'adresse quand même à des cas, par exemple, rebelles, à des cas chroniques, à des cas difficiles où les gens ont déjà essayé les moyens simples. Je suis pas en train de suggérer à tout qui a un petit désagrément de s'embarquer dans un bilan de médecine fonctionnelle. Bon, on peut le faire, mais alors dans le cas de se dire, tiens, je commence à avoir des petits problèmes, on va faire un bilan et on va mettre en place une bonne alimentation, pour laquelle j'utilise toujours le mot diète. Quand moi j'utilise diète, ce n'est pas du tout limité dans le temps, c'est définitif, c'est la diète pour la personne. Alors bon, je sais pas, je devrais peut-être utiliser un autre mot, mais voilà, ça me plaît bien de le présenter comme ça, plutôt que de dire alimentation, puis c'est un mot court que je trouve assez... je suis peut-être influencé par l'anglais, hein, diet. Parce qu'en anglais, diet, enfin, ça aussi les deux termes, hein, une diet pour 3 mois, une diet à vie. Donc je vous précise, moi c'est toujours long terme. Alors les gens me demandent, ah, je fais le jeûne intermittent, ça fait 6 semaines, j'ai encore eu ça ce matin, ça fait 6 semaines, je me sens beaucoup mieux, je dois faire ça pendant combien de temps? Je dis, est-ce que vous avez vraiment bien écouté la vidéo si vous la réécoutiez, hein, parce que bon, c'est pas limité dans le temps, c'est un mode de vie. Si ça convient, pourquoi est-ce qu'on s'en sortirait autrement? Enfin, en général, les gens qui l'adoptent, ils s'y tiennent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, évidemment, faire autrement l'un ou l'autre jour. Je ne sais pas ce que Goliath a senti là-bas. Il est totalement obsédé. Alors, on va changer un peu de décor. Donc, soyons clairs. Les cas dont on parle ici sont des cas difficiles. C'est souvent intriqué avec d'autres problèmes. Et donc, je passe au thème suivant. Le premier thème, vous l'aurez compris, c'est de vous dire que c'est pseudo-candidoses. J'ai un candidat. Un candidat, c'est quoi? Un candidat à l'examen d'entrée à la faculté de médecine. C'est du bidon. C'est déjà foireux parce qu'en général, il y a des bactéries. Et on n'en sait foutrement rien si c'est un candidat ou des bactéries ou les deux. Et donc, on n'est pas plus avancé de donner ce genre de diagnostic ridicule. Bon, voilà, ça c'est un peu la synthèse de la première partie, avec des nuances pour les cas simples, isolés, pour lesquels je veux encore bien admettre
cette approche. La deuxième partie, ce qui est assez lamentable, je vous renvoie au tout début de mon discours d'aujourd'hui, c'est cette histoire de me demander quel traitement vais-je conseiller. Et on me demande ça sur YouTube. Allez, franchement, c'est sérieux. Il y a deux problèmes là-dedans. D'abord, qu'est-ce que j'en sais, hein? Si encore on avait effectivement des tests pour un peu évaluer de quel type de prolifération microbienne, fongique ou bactérienne il s'agit, ben, on pourrait certainement se mettre à proposer une molécule plutôt qu'une autre. Bon, ça, je veux bien imaginer, mais là, comme ça, dans le vide, bon, c'est vrai que j'aime bien la berbérine. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois antifongique, antibactérienne, ce qui résout pas mal de choses, hein, avec ce que j'ai dit avant, qu'il y avait presque toujours des bactéries. Mais bon, passons, parce que c'est pas le sujet. Il y a d'autres, il y a des vidéos et même des webinaires sur ces sujets-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, ça c'est déjà le mauvais réflexe. De nouveau, on se place dans le cadre de symptômes prolongés, hein, chroniques ou rebelles, qui rechutent. Eh bien, dans ces cas-là, ce réflexe de toujours taper sur la bébête, que bien souvent on n'a même pas encore identifié, donc ça c'est évidemment un facteur aggravant, mais imaginons qu'on l'a identifié, eh bien on ne s'intéresse qu'à pourchasser la bébête. On ne s'intéresse pas aux patients, on ne s'occupe pas du terrain, et on ne se pose pas la question pourquoi est-ce que ça récidive chaque fois. Parce qu'on a déjà pris ceci, puis cela, ça marche ou ça ne marche pas, mais alors on change, puis alors il y a quand même de l'efficacité, puis ça rechute. Ouais. Il n'y a pas un problème là derrière, il faudrait peut-être pas se poser la question du pourquoi, hein. Soigner la cause et pas la conséquence. Donc, les fameuses candidoses, enfin, vous savez ce que je pense du terme, mais on va dire des vaginites à répétition, des dysbioses intestinales à répétition, et puis ça peut aller vers d'autres zones muqueuses, hein. Mais enfin on va se concentrer là-dessus, parce qu'il faut qu'on avance. Eh bien, stop. Quelles sont les défenses immunitaires de la personne? Quel est l'état de l'écosystème intestinal? Est-ce que la diète est adaptée aux besoins de l'individu? Personnalisation. Nécessairement, si vous continuez à répéter même des tests pour voir de quel microbe il s'agit et que vous ne faites jamais que donner des antimicrobiens l'un après l'autre, peut-être avec une certaine efficacité, mais une efficacité toute relative, c'est juste que la rechute suivante. C'est quand même totalement ridicule, ça. Si vous imaginez la transposition de ça dans la vie de tous les jours, dans une entreprise, dans un commerce, dans un restaurant. Je sais pas moi, si la moitié de vos clients dans un restaurant se lèvent au milieu du repas, un peu verdâtres, foncent aux toilettes ou sortent en courant, et que vous changez constamment vos menus, et que ça continue, ben, faudrait peut-être, je ne sais pas moi, déménager. Enfin, c'est une analogie un peu foireuse, je viens d'improviser, elle n'est pas terrible. Mais c'est qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose d'autre qui ne convient pas, c'est que vos fournisseurs sont totalement merdiques, ou je me suis embarqué dans une analogie qui vaut ce qu'elle vaut. Mais donc, il faut arrêter de chaque fois se dire, encore une autre. Parce qu'en plus, les infections peuvent changer d'endroit, donc finalement, à un moment donné, c'est l'immunité qu'il faut aller évaluer et corriger, ou en tout cas renforcer. Alors là, ça c'est plus complexe. Ça demande des moyens, ça demande une investigation, et c'est coûteux. Mais qu'est-ce qui est le plus coûteux? De régler le problème une fois pour toutes en comprenant sa cause,
ou de perpétuellement soigner des infections à répétition sous un label candidose, ce qui est faux. Hein? Donc, je crois que ça, c'est absolument fondamental et c'est une démarche générale. C'est un reproche perpétuel que je fais à la médecine conventionnelle, mais aussi à tous les médecins naturels qui font de l'allopathie verte, hein, et ils vont soigner tous ces problèmes-là avec des plantes, avec des huiles essentielles, avec des moyens naturopathiques, je sais pas moi, de l'argile et des machins, des trucs. Bon, ok, très bien, mais et la cause et les rechutes, on fait quoi? Et d'avoir fait ça sans médoc, c'est bien, ben, c'est déjà moins puissant, vous avez encore plus de chances de vous planter, vous n'êtes toujours pas remonté à la cause, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas de la médecine fonctionnelle, c'est de la bobologie, hein, on est bien d'accord. Bon, donc, toujours rechercher la cause et renforcer l'immunité, ok? Alors, tout aussi important dans cette histoire de, c'est mon troisième et dernier thème, de candidats et de candidose, c'est justement le fameux régime anti-candidat. Alors là, ça, si vous voulez me mettre de mauvais poil, il n'y a rien de tel. Hein. Docteur, j'ai suivi un régime anti-candidat qui m'a bien réussi pendant 2 mois, puis alors j'ai repris ma diète normale et la récidive est catastrophique. Ben oui, ça je vous l'aurais bien dit. Ça sert à rien, un régime anti-candidat. À ce que je comprends, un régime anti-candidat, c'est virer tous les sucres, etc. Et oui, ça aide. Si les sucres sont souvent derrière les dysbioses, surtout fongiques, mais pas que, aussi bactériennes. Alors, le régime anti-candidat, c'est encore un coup d'épée dans l'eau, parce que ça peut avoir une certaine efficacité. Parfois, c'est bien de faire ça au début pour soulager rapidement, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment mal. Ça, je veux bien le comprendre. Mais on fait quoi après? On va pas suivre un régime anti-candidat à vie. Vous avez déjà vu ce que c'est que le régime anti-candidat. Il ne me plaît pas de vous rappeler ce que c'est le régime anti-candidat. J'ai une sainte horreur de ce truc-là. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, vous allez chercher sur Internet. Moi, je ne vais pas vous le dire, mais c'est un régime très restrictif, qui a son efficacité à court terme, mais qui ne solutionne rien. On revient un peu au point 2, où finalement on soigne la conséquence, mais pas la cause. Le régime qui convient en cas de prolifération microbienne, qu'elle soit fongique, bactérienne ou mixte, c'est le régime de la personne. C'est le régime personnalisé. Et pour l'établir, eh bien, il y a tout un tas d'éléments. Il faut... je vous répète tout le temps la même chose, mais c'est parce que c'est ça qui compte. Il faut doser les marqueurs métaboliques, ça c'est de la médecine générale tout à fait classique. Dit Goliath, tu sais qu'on est sur une grande route ici. Mine de rien, pourquoi pas, hein? Visiblement, il n'y a plus de voiture depuis un certain temps. Bon, viens un peu mettre au moins la laisse, mon ami. Goliath, ici. Allez, viens. Ah. Viens vite, viens vite. Alors, écoutez, je vais essayer de ne pas créer une catastrophe. Voilà. Donc, marqueur métabolique, ça c'est de la médecine générale toute bête. Profil d'acide gras, je vous renvoie aux vidéos spécifiques que j'ai faites à ce sujet. Il y en a toute une série, c'est fondamental. Parce qu'avec ça, on a plein d'indications sur la diète et les corrections à apporter à la diète. Donc, profil d'acide gras. Génotype ApoE. Ah ben oui, parce que ça, c'est les grands équilibres de macronutriments. Hein, donc, glucides, lipides, protides. Protides, ben, c'est toujours plus ou moins la même tape, 20%. Mais glucides et lipides, bon là, il y a de fortes fluctuations en fonction du génotype ApoE, selon qu'il y a de l'E3, la majorité, de l'E2, rare, mais très très important à identifier, parce que sinon vous êtes totalement à côté de la plaque, et E4, qui est quand même intéressant aussi à identifier pour notamment
prévenir les problèmes cardiovasculaires et neurodégénératifs. Donc ça fait partie du truc. Maintenant, on a ajouté récemment le génotype DIO2 parce que, même si ça a l'air d'être en rapport avec la thyroïde, ceux qui sont DIO2 homozygotes, ancestrales, comme je les appelle maintenant, mais qui, dans nos temps modernes, sont étiquetés comme variants, mais qui en fait sont ceux qui sont restés identiques à ce qui se passait lors des temps paléolithiques. Et le DIO2 homozygote ancestral, je ne vous donne pas les lettres parce que ça varie d'un labo à l'autre, doit s'embarquer vers du high fat, low carb, parce que c'est ce que nos ancêtres mangeaient, et ça simplifie très fort leur gestion de la thyroïde et d'éventuels soutiens thyroïdiens. Voilà, alors dans les marqueurs métaboliques classiques, je reviens ici à la première séquence de ce que je viens de vous dire. Je vous rappelle index OMA. Je veux encore bien qu'on dose l'index OMA, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ce que je veux savoir, ce sont les deux analyses nécessaires pour établir l'index OMA, qui en général apparaissent sur vos résultats, c'est la glycémie à jeun et l'insuline à jeun. Mais il vous faut demander, ajouter l'hémoglobine glycosylée, qui vous donne une indication précieuse sur la stabilité de la glycémie sur les 3 derniers mois. Et je peux vous dire que si votre glycémie n'est pas stable, eh bien, il n'y a absolument rien de bon qui va se passer. En particulier, évidemment, pour revenir à notre sujet, dans le domaine du candidat. Parce que celui qui traite des infections, des proliférations, on va même dire fongiques, tiens, pour vous faire plaisir, répétitives, sans aller chercher à un moment donné le taux d'HbA1c et qui ne s'est pas rendu compte, parfois sous prétexte d'un index OMA qui est bon. Ah, mais moi, docteur, mon index OMA, il est tout bon. Ah oui, mais ça, c'est très bien, bravo. Vous avez dosé votre HbA1c? Ben non. Eh ben, allez la doser parce que j'ai un peu des doutes avec votre snack de 11 heures, café, petit gâteau, et votre super goûter sucré imposé à 16 heures parce que, évidemment, c'est soi-disant pseudo-indispensable à la production de neurotransmetteurs et que si vous voulez dormir, il faut manger sucré à 16 heures, sinon vous ne dormirez pas. C'est la dernière bonne fable, hein, ça vient de sortir et croyez-moi, je devais tourner ceci le 1er avril, ça aurait été le clou du spectacle. Donc, HbA1c, indispensable, justement pour savoir quel terrain se situe derrière vos rechutes perpétuelles de, appelez ça comme vous voulez, si ça vous plaît d'appeler ça du candidat, eh bien, je ne suis pas candidat pour le faire, mais finalement, tant que vous recherchez les causes, c'est déjà pas mal. Goliath et moi vous souhaitons une excellente semaine et nous vous retrouvons comme tous les vendredis à 19h30 pour le live chat suivant. Bye bye. Ouh, oui, Goliath. Ouh.